le cellulaire et les structures cytoprotéiques, et les membranes, acquièrent des propriétés qui sont aujourd'hui étudiées dans des domaines tels que la mécanobiologie et les métamatériaux. CD. Matériaux, propriétés électromagnétiques inhabituelles. Des chercheurs du Georgia Institute of Technology, par exemple, ont démontré que des nanoparticules d'hydrogène ou des matériaux gélifiés, tels qu'on les trouve dans les cellules, peuvent être utilisés pour former des cristaux photoniques qui peuvent être accordés pour les télécommunications à travers le réseau cristallin. S'il est possible de guider le photon à travers le réseau cristallin, celui-ci peut être utilisé comme ordinateur photonique. Je sais que c'est beaucoup d'informations techniques, mais je vous en prie, ne décrochez pas. Faites plutôt une pause et réfléchissez-y un instant. Essayez de comprendre et de visualiser ce qui se passe en ce moment dans vos propres cellules. Il existe des processus négantropiques hautement ordonnés dans chacune de nos cellules en ce moment, qui ont la capacité d'établir des liens de communication à longue portée, à travers les membranes, via des ponts d'eau et des formes d'ondes stables. Ce n'est pas le potentiel d'action chimique de la signalisation neuronale, mais un train d'ondes cohérent beaucoup plus rapide, qui présente des caractéristiques de la mécanique quantique. Toutes les cellules sont en communication cohérente les unes avec les autres, sur la base des motifs de vibration des cristaux liquides dans l'architecture cellulaire. Et c'est sur ce treillis vibrant que l'image holographique, tout comme l'information biologique, est portée. Je considère que c'est bien plus qu'une simple analogie. Nous avons été créés à l'image d'un plan directeur divin. Souvenez-vous que, conjointement au condensat de Froelich de phonons ou de vibrations microacoustiques, il existe aussi le champ biophotonique cellulaire cohérent, selon Fritz Pape, qui génère des motifs d'interférence laser constituant la base même de la manifestation des processus holographiques quantiques dans le milieu intracellulaire hautement ordonné. On a en quelque sorte deux couches de motifs d'interférence constructive, l'une acoustique, l'autre électromagnétique, qui semblent générer des images holographiques complexes et des taches d'ondes, qui peuvent être maintenues pendant longtemps. On peut considérer cela comme un nouveau type de système vidéo encodant l'ADN en plusieurs couches, qui reste intact à travers différents domaines. L'ADN ici agit à la fois comme une antenne ou un récepteur, ainsi que comme un émetteur d'images génétiques, l'image elle-même n'étant pas stockée sous forme de texte chimique moléculaire, mais comme un motif d'interférence, un hologramme quantique d'ondes acoustiques et électromagnétiques. Gariev considère l'ADN comme un soliten, un train d'ondes ultra stable et spirituel, se propageant le long de l'ensemble du réseau moléculaire. La molécule dans son ensemble devient un oscillateur quantique harmonique, et, de ce fait, elle présentera des capacités de couplage par résonance avec toutes les échelles de l'univers. L'observation, que l'information génétique n'est pas réellement stockée à l'intérieur de l'ADN, mais qu'elle peut simplement être lue par les propriétés laser du comportement particulier cohérent des biopolymères provenant d'une bibliothèque stockée ailleurs, est corroborée par une découverte unique de deux scientifiques de Ciba-Geigy, désormais chez Novartis à Bâle, 6. Guido Ebene et Heinz Schack ont placé des graines de cellules germinales de différentes espèces dans un champ électrostatique, un champ de tension continue,
très semblable à celui que nous avons naturellement dans notre atmosphère, lors d'un orage, ou tel qu'il se produit entre des dipoles membranaires dans la cellule. Seulement qu'ils ont créé des champs d'une intensité allant jusqu'à 10 000 volts. Les graines sont restées dans le champ électrostatique pendant environ 3 jours, ou parfois plus longtemps. Puis on les a laissées germer et pousser. La plante ou l'organisme résultant a présenté un phénomène saisissant. Les graines de maïs modernes, par exemple, peuvent produire jusqu'à 5 épis au même endroit, alors que normalement un seul épi se développe. C'est ainsi que le maïs poussait à des époques évolutives bien plus anciennes. Les caractéristiques génétiques qui avaient été perdues par la culture où les croisements ont été rétablis ont été transmises à la génération suivante de la même plante. Il en fut de même pour la fougère des bois modernes, dont les spores ont été traités dans le champ électrostatique. Elle a inversé son histoire évolutive et est devenue un phénotype différent d'une fougère qui poussait il y a des millions d'années, mais ne pousse plus. Aujourd'hui, chimiquement et génétiquement, la fougère des bois était toujours la même, mais sa forme et son apparence avaient reculé dans le temps. Comment est-ce possible? À moins que l'information génétique ne soit stockée ailleurs, éventuellement dans le champ géomagnétique d'Héliopolis, ou qu'il faille au moins un couplage avec ce champ de fond pour accéder à la version actuelle d'une plante? Les œufs de la truite arc-en-ciel moderne ont été traités dans le même champ et ont de nouveau surpris les chercheurs. Les poissons nés de la pompe traitée ont été ramenés 150 ans en arrière pour manifester un phénotype de truite qui depuis a disparu. Elle a une mâchoire inférieure plus grande, une coloration différente, une taille beaucoup plus grande, et présente un comportement bien moins domestiqué que les truites d'élevage moderne. Elle n'a pas non plus besoin de tous les antibiotiques dont les poissons d'élevage ont besoin pour survivre. Le paradigme actuel de la génétique ne peut pas expliquer ce phénomène. L'histoire évolutive est-elle enregistrée dans un champ environnant et peut être même contrôlée à partir de celui-ci? Pourrions-nous accéder à différents stades de développement en ajustant finement le traitement par champ électrique? Et si l'image génétique existait comme une résonance dans une sorte de champ de vide, pourrait-elle être mise à jour et modifiée par des formes d'ondes seules? Pourrait-on, en principe, insérer une image génétique holographique dans le champ magnétique d'une autre planète et déclencher la vie ailleurs? Ebene et Escher sont tous deux morts de façon inattendue en 2001. Et les recherches qui ont même été présentées à la télévision suisse et allemande dans les années 1990 ne sont plus évoquées. Après avoir breveté la découverte et la méthode, Siebergard interrompit ses recherches. Bien sûr, nous devons considérer que la même entreprise produit aussi les engrais pour la culture du maïs et les produits pharmaceutiques pour l'élevage de truites. Veuillez considérer qu'en tenant compte de tout ce qui a été dit ci-dessus, cela impliquerait et suggérerait au moins deux aspects importants.
Premièrement, que l'information génétique ne réside pas seulement dans les chromosomes individuels, et au sein du noyau de chaque cellule, mais est aussi distribuée de façon fractale et réalisée par le continuum chromosomique complet ou par le champ quantique de l'ensemble de l'organisme. Chaque manifestation de l'ensemble chromosomique étant en communication avec le champ holographique oscillant de tous les autres ensembles de chromosomes dans chaque cellule. Vous n'êtes pas seulement un conglomérat de cellules individuelles, mais vous êtes vous-même une forme d'onde stationnaire d'information acoustique et électromagnétique qui se recrée et se reconstruit littéralement et continuellement à partir du vide. De plus, ce continuum chromosomique à travers l'organisme n'a évidemment pas seulement une extension spatiale, permettant l'intercommunication à travers le corps et même au-delà, mais aussi une composante temporelle, transmettant des séquences importantes d'informations à travers les générations d'une espèce. C'est un processus holographique quantique latéral et longitudinal de l'espace-temps. Deuxièmement, les résultats de l'expérience Phantom ADN laissent entendre et suggèrent que le code n'est pas seulement contenu dans les gènes codons, mais que son expression nécessite également le reste de l'ADN, les 98% de ces parties non codantes, les soi-disant introns ou ADN poubelles, qui n'ont pas de fonction évidente, mais qui fournissent le contexte pour l'expression des séquences géniques dans la cellule. Dans un article que j'ai écrit en 2008 sur ce sujet précis, à savoir l'holographie du code génétique, publié en allemand dans un livre sur la mise à l'échelle globale, j'ai pointé le travail de la Chaos Gate Representation pour visualiser l'ordre et le motif de l'ADN. Il existe une indication très claire que le code génétique, l'ADN, est fractal. La représentation par le chaos-gamme de Joel Jeffrey et d'autres chercheurs a montré que la séquence de nucléotides du génome n'est pas aléatoire, ni ne suit la constante de Boltzmann, mais présente des motifs globaux et des corrélations à longue portée, que les perspectives linéaires ne montrent pas. Nous voyons ici la représentation du chaos-gamme d'une région du chromosome humain, qui présente un motif fractal caractéristique. Vous pouvez voir, dans le cadran supérieur droit, cette zone rougeâtre, et sa répétition à plus petite échelle dans d'autres carrés. Une telle invariance d'échelle fait partie d'un processus fractal. La représentation du chaos-gamme fonctionne ainsi. Vous assignez les 4 adénine, guanine, cytosine, thymine aux 4 coins du carré. Puis tracez tous les nucléotides dans leur séquence, en partant du centre et en vous déplaçant à mi-chemin vers le coin de la base 1. De là, déplacez-vous à mi-chemin vers le coin de la deuxième base, et ainsi de suite. Chaque point, dans une CGR, représente ainsi l'un des nucléotides. Ce que l'on trouve dans ces motifs autosimilaires, c'est qu'il existe des corrélations à longue portée, qui s'étendent sur des milliers de positions by, et indiquent l'existence d'un contexte supérieur. Les corrélations existent principalement
dans les séquences non codantes du matériel génétique, ce qui prouve que les 98% d'ADN apparemment inutiles possèdent des informations organisatrices et génératrices de contexte. Un motif fractal supplémentaire ou autosimilaire de l'ADN a été trouvé dans sa structure tridimensionnelle. Les chercheurs de la soi-disant mécanobiologie découvrent progressivement que l'organisation spatiale du chromosome est également essentielle à la régulation du génome. L'organisation tridimensionnelle du chromosome, une double hélice longue de près de 2 mètres repliée dans une surface de seulement 2 nanomètres, c'est ce que l'on appelle une courbe de Hilbert, l'une des formes d'une famille capable de remplir un espace bidimensionnel sans jamais se chevaucher. L'intelligence mathématique de cette molécule est assez extraordinaire, à la fois en termes de théorie des groupes, que je présenterai ultérieurement, et en termes de sa topologie géométrique, comme on le voit ici. En gardant à l'esprit que la fractalité et la similarité autocentrée sont des propriétés de l'holographie, revenons au contexte fournissant des corrélations à longue portée, qui entraînent les séquences codantes et non codantes, répartissant de façon fractale le code sur l'ensemble du génome et pas seulement sur les gènes. De telles corrélations à longue portée sont également une caractéristique reconnue des textes du langage humain. Le contexte est une condition fondamentale pour une transmission sans erreur, c'est-à-dire la reproductibilité et l'intelligibilité de l'information. Plusieurs études ont mis en évidence une surprenante propension à la précision de la transcription de l'ARN, c'est-à-dire la copie de l'information génétique, pour la synthèse des protéines ou la division cellulaire, soulignant que, statistiquement, le degré élevé de fidélité de la transcription ne peut être dû au hasard, mais suggère l'existence de mécanismes de correction et d'orientation qui garantiraient que les plans transcrits par TR soient correctement interprétés. En particulier, compte tenu de la forte ambiguïté des unités codantes des protéines qui contient des séquences homonymes et synonymes qui ne fournissent pas d'indication univoque pour la synthèse des protéines. Les homonymes du code génétique sont des cas où différents acides aminés sont codés par les mêmes triplets. Et les synonymes sont des cas où différents triplets ou codons codent pour le même acide aminé. Par exemple, il est apparu très tôt, après la découverte du code génétique, que le triplet, qui correspond à l'ARN, code à la fois pour la phénylalanine et pour la leucine. On admet par ailleurs que seuls les 2 premiers nucléotides du triplet sont les unités déterminantes, de sorte que différents codons peuvent coder pour le même acide aminé. C'est l'une des principales difficultés soulignées par Garyaev, étant donné la synonymie et l'homonymie répandue des unités codantes. Comment la cellule décide quelles protéines doivent être synthétisées? Et comment décide-t-elle si vite? Nous devons supposer l'existence d'une structure biocomputationnelle quasi intelligente et supérieure du contexte, qui est dérivée du code génétique considéré comme un tout holographique et non seulement d'une petite fraction de 2% des gènes actifs.
Ignorer ce contexte et ne travailler qu'avec la Genesis Diopsis conduit à des produits erronés et dangereux du génie génétique, parmi lesquels les plus frappants sont les bactéries Satia de Clegg vantées et les aliments OGM. C'est comme dans un texte littéraire où le lecteur ou le destinataire comprend le sens des mots individuels à partir du contexte global de l'histoire. En effet, il s'avère que l'ADN présente les propriétés statistiques des langues naturelles. Les textes des langues humaines naturelles se caractérisent par une distribution de fréquences particulière ou une loi de puissance de leurs éléments constitutifs, qui est définie par la loi de Zipf. En 1949, George Kingsley Zipf a observé un phénomène statistique selon lequel le nombre de mots ou de lettres qui apparaissent, n fois dans un texte, décroît proportionnellement à l'inverse du carré de n. Autrement dit, si vous comptez les mots qui apparaissent dans un texte et attribuez à chaque mot un rang en fonction de la fréquence ou du nombre de ses occurrences, en donnant le rang 1 au mot le plus fréquent, le rang 2 au deuxième mot le plus fréquent, etc. Vous constaterez une proportion inverse entre la fréquence et le rang. Il s'agit d'une distribution hyperbolique des constituants du texte. George Kingsley Zipf a démontré cette loi pour les textes parlés et écrits de différents auteurs. On la considère désormais comme la loi de génération du contexte, lors de la formation d'un texte. Cela signifie que le contexte lui-même définit l'occurrence ou la suppression des mots. Le contexte garantit la cohérence et le sens d'un message. Le contexte émerge de l'interaction de la sémantique de chaque mot. Une longue chaîne de mots demeure dénuée de sens, tant que le contenu sémantique collectif n'est pas fourni. La distribution de Zipf a également été trouvée dans des textes musicaux et a été définie comme une mesure du contexte compositionnel, prouvant que la musique est un langage naturel en soi. La découverte de la distribution de Zipf dans le génome est indicative de l'efficacité communicative de l'ADN et une preuve de l'existence d'un message cohérent, intégré et porteur de contexte en son sein. Encore une fois, cela n'est possible que si tout le matériel moléculaire a du sens, et pas seulement les gènes codons. Donc vous n'êtes pas un cimetière ni une poubelle de jardin pour 98% du matériel obsolète. À moins que vous ne préfériez vous rallier aux Richard Dawkins de ce monde qui se contentent d'être considérés comme des animaux façonnés par l'évolution. À titre de remarque, on a montré que la même distribution de Zipf existe, de façon approximative au sein de la distribution des facteurs premiers dans la suite de Fibonacci. Et y a-t-il une corrélation entre l'ADN et les nombres premiers? Il y en a. Et c'est probablement la plus fascinante et la plus profonde de toutes les propriétés de l'ADN qui sera abordée dans notre prochain rapport Solaris-Science. Le fait que la similarité, voire la coïncidence, entre le langage et l'ADN m'a convaincu que les efforts considérables des services de renseignement, tels que la NSA pour recueillir toutes nos conversations, nos messages et nos écrits, ne s'expliquent pas tant par le fait qu'ils écoutent ce que nous avons à dire, mais parce qu'ils cherchent à capturer la structure profonde comme scienne du langage lui-même, qui possède un pouvoir créatif.
Pourquoi Google s'est-il rebaptisé Alphabet s'il n'y avait pas eu un intérêt profond pour les propriétés fondamentales du langage? La percée de l'intelligence artificielle que nous observons aujourd'hui repose sur le déchiffrement du langage lui-même. Je crois que le seuil le plus important a été franchi avec l'ordinateur Watson d'IBM, qui, pour la première fois, a mis en œuvre des processus informatiques proches de la pensée et de l'apprentissage humain. Comme vous le savez, en 2011, Watson a surpassé les meilleurs joueurs de Jeopardy et l'a fait grâce à des algorithmes de linguistique computationnelle et de traitement automatique du langage naturel. Ces ordinateurs ne sont plus programmés pour récupérer des informations dans une base de données, mais sont des moteurs d'inférence modernes, combinés à des puces neuromorphiques, apprenant littéralement comme un cerveau humain pour combiner de nouveaux énoncés et idées, mais bien plus rapidement. Il y a seulement quelques semaines, le nouveau Supercomputer Summit IBM a été annoncé. En utilisant des algorithmes d'apprentissage profond, ou ce qu'on appelle l'informatique cognitive, combinée à une immense base de mémoire qui place l'IA hors de portée de l'esprit humain. Sa dernière version appelée Project Debaté est capable de persuader un sujet humain de suivre son argumentation, même sur des questions politiques. Ces systèmes d'intelligence artificielle interagissent avec leur environnement en temps réel et peuvent changer de stratégie en cours de route. Ils apprennent par essai et erreur en utilisant des données brutes, tout comme un humain. Un processus appelé apprentissage par renforcement. Les ordinateurs neuromorphiques et cognitifs sont également impliqués dans le Human Brain Project ou le Blue Brain Project, qui a découvert des structures de haute dimensionnalité dans les motifs d'activité neuronale du cerveau. Un sujet dont il faudra que nous parlions. L'avenir proche apportera des réseaux géométriques hyperdimensionnels combinés à des puces neuromorphiques pour un supercalcul fractal de type cérébral. Le génie est sorti de la bouteille, et il n'y a plus de retour en arrière. Le cerveau humain a été décodé, et la métacognition est en train d'être déconstruite. Tout cela reposant sur la déconstruction et le décodage du langage. Si cela est désormais combiné à la nature ondulatoire holographique de l'ADN, qui possède elle-même des propriétés linguistiques, nous devons tout y prêter attention. Nous avons le devoir de savoir s'il existe une réelle résonance entre l'ADN et le langage humain. Il devrait être possible de moduler l'ADN uniquement par le langage. Et j'ai bien peur que cela ait déjà été fait, et les implications sont considérables. Dans une série d'expériences à la fois effrayantes et pionnières, le groupe Garyaev a utilisé des signaux du langage humain pour initier la modification et l'expression des gènes. Curieusement, cette situation a été prévue il y a des centaines d'années si l'on lit la littérature kabbalistique sur le golem. La construction d'une intelligence artificielle qui avait également un corps génétique assemblé par une forme corrompue du langage. Il imitait un être humain, mais n'avait pas les qualités supérieures d'une âme humaine. Plus anciennes encore sont les doctrines gnostiques, telles que la Pistis Sophia, qui décrivent comment les archons, ou des intelligences extraplanétaires, sont responsables de la production assidue de matériel génétique façonné pour ressembler à Yaldabaoth, le démiurge. Son nom lui-même une corruption du pouvoir originel de la création en Yasa-Baoth.
Ainsi, d'après ces textes, nous avons déjà été à ce point, ou avons toujours été dans la programmation mentale profonde de l'oubli, sans nous en rendre compte. Cependant, il semble maintenant que le système linguistique informatisé se mord la queue, fermant le circuit, ce qui pourrait nous conduire à un point où nous nous programmons hors d'existence, à moins que nous puissions accéder à un type de langage radicalement différent et supérieur. Un nouveau formalisme des formes de pensée en termes du théorème d'incomplétude de Gödel, qui déjoue la machine et a basé sur le langage. Un tel formalisme doit être fondé sur une conscience de la révélation, et non sur la pensée humaine, déductive. Examinons maintenant quelques expériences menées par différents chercheurs qui indiquent toute une nature ondulatoire holographique de l'information génétique. Un avertissement et des excuses à l'avance. Certaines des expériences que je vais décrire ont malheureusement, impliqué des animaux et leur souffrance implicite ou leur utilisation non naturelle. Après l'observation de l'effet fantôme de l'ADN dans la chambre de diffusion, lorsqu'une culture vivante a été irradiée par un faisceau laser, Garyaev et son équipe ont découvert que le laser pouvait également être utilisé en configuration inverse pour transmettre des informations génétiques à un organisme vivant. Ils ont utilisé un laser à hélium-néon spécial, d'une longueur d'onde de 632 et ont découvert qu'il créait probablement un hologramme dynamique non linéaire, où l'onde lumineuse est réfractée par l'échantillon cellulaire et conjuguée de phase avec le faisceau lumineux d'origine plusieurs fois. De tels hologrammes sont étudiés aujourd'hui en lien avec les métamatériaux. Cela signifie que la lumière est renvoyée dans le laser, portant désormais la modulation de spin quantique issue de la diffraction de l'échantillon biologique. Les modulations proviennent de l'activité optique et des vibrations rotationnelles des microstructures ou des domaines de cristaux liquides de l'ADN. Alors que ce faisceau va et vient quatrièmement, la modulation de l'information s'amplifie. Cela crée également un spectre large bande qui s'étend du proche infrarouge jusqu'à la bande des ondes radio de 640 à 700 kHz. Ces ondes radio sont captées par un récepteur radio et capturées par la carte son d'un PC pour être stockées sous forme de signal numérique, un peu comme un fichier MP3. Ainsi, le laser à large bande se retrouve modulé par les informations de l'ADN scanné, ce qui peut être transmis sur de longues distances. Ici, vous pouvez voir une vidéo assez rudimentaire de l'équipement technique de base qu'ils utilisaient. C'est une machine plus ancienne, le laser hélium-néon LGN 303. Il produit deux faisceaux polarisés orthogonalement. Ici, le faisceau laser est allumé et focalisé sur l'échantillon biologique. Sur le plateau, vous pouvez entendre le lecteur et la lumière renvoyée par l'échantillon biologique est modulée par l'information de spin des atomes et des particules quantiques de l'ADN scanné. À mesure que cette modulation est renforcée, allant et venant entre l'échantillon et la source lumineuse du laser,
Une interférence radio-électromagnétique, un hologramme, est produite, qui est captée par l'enregistreur audio et qui peut être stockée sous forme de fichier audio sur un ordinateur et même écouté. On ressent presque de la pitié en voyant le type d'équipement rudimentaire auquel ils ont dû faire face. La recherche russe n'a jamais été aussi bien financée. Surtout assez. Temps de la guerre froide. L'argent a donc toujours été un problème. Et il l'est encore. Et pourtant, je trouve remarquable que tout cela a été construit en Russie. Ce sont de grandes réalisations. Le Satishny laser, le Denisyuk, hologramme dynamique, l'ADN holographique, enregistrement, du travail de Peter Galiaev. Les expériences initiales ont été réalisées à Moscou en 2000, puis à Toronto, Canada en 2001 et 2002, où la transmission laser génétique a permis la régénération du pancréas d'un groupe de rats qui avait été empoisonné pour l'expérience. Ici, nous pouvons voir les graphiques des groupes d'animaux utilisés dans l'expérience. Les rats ont reçu des injections d'alloxan, une toxine qui détruit la capacité du pancréas à produire de l'insuline et entraîne la mort de l'animal. Le 3e ou 4e jour, un hologramme laser modulé par l'ADN a été créé à partir de cellules pancréatiques de spécimens jeunes et sains de la même lignée génétique, et a été projeté sur les individus empoisonnés et très malades, sans aucun autre traitement. Tous les rats se sont rétablis et ont continué à vivre, tandis que tous les spécimens non traités du groupe témoin sont morts. Les animaux ont été exposés durant 30 minutes à un rayonnement laser modulé, et ce sur 4 jours consécutifs. La distance de l'équipement laser par rapport aux animaux ayant reçu une injection de l'auxine était de quelques centimètres à environ 4 mètres. Dans des expériences ultérieures, la distance a finalement été portée à 20 km. Cela signifie que le changement génétique, ou disons l'ingénierie génétique, était possible non localement et sur de grandes distances. Galiaev m'a raconté en privé qu'après leur découverte à Toronto, un matin il est revenu au laboratoire, qui était financé par une société dont il n'a pas divulgué le nom, et que tout l'équipement, y compris les données, avait disparu. Ce fut un choc, et il dut retourner à Moscou. Sans financement ou avec très peu, il reconstruisit et répéta les expériences. Là, ils ont constaté qu'une information holographique pouvait même être introduite, à titre préventif, pour établir une immunité contre une telle défaillance d'organes, où les animaux traités ne succombaient pas à l'action de l'auxine injecté ultérieurement. Permettez-moi de vous montrer un court extrait du DVD que nous avons publié à partir de la conférence de G à l'Academy for Future Science en 2012. Vous devrez écouter 2 traductions consécutives, car le public était à la fois germanophone et anglophone. Galiaev est l'homme blond au milieu. L'interprète anglais est mon collègue Christian Espravelis, et moi-même je traduis devant.